Merci à vous pour me donner la parole aujourd'hui et pouvoir vous présenter un peu l'avancée du projet. Donc, je vais faire vraiment un point global sur le projet et les objectifs du projet BNDMR avec les différentes facettes qu'il contient, un point d'avancement sur le déploiement de Bamara et puis en pratique ce que ça va vouloir dire pour vous, et quelques points sur les enjeux et les perspectives de l'entrepôt BNDMR, donc qui servira pour les études épidémiologiques et la recherche. Donc, vraiment, le projet BNDMR a deux grandes facettes, donc, qui sont Bamara, qui constitue en fait le dossier patient, et donc qui est dans le cadre du soin. C'est vraiment dans ce cadre de soins experts, donc les centres de référence et les centres de compétences, pour identifier les patients atteints de maladies rares et les identifier dans le système de soins. Le deuxième gros volet, ça va être vraiment l'entrepôt BNDMR, ce qui est la Banque nationale de données maladies rares, et qui permettra, à partir des données qui auront été collectées dans le cadre du soin, de générer des indicateurs de santé publique et participer à l'amélioration de la connaissance et de la recherche dans le domaine des maladies rares. Alors, la BNDMR n'est pas un système qui va permettre de faire des cohortes ou des registres pour des maladies spécifiques. Donc ça a été évoqué au début du projet, en tout cas à sa constitution, mais ce n'est pas ça. En revanche, ça va vraiment, a priori, c'est l'objectif, faciliter la mise en place de ces registres et de ces cohortes et de ces recueils ciblés pour certaines pathologies spécifiques. Donc les données qui ont été validées en 2013 et qui ont été vraiment le commencement en tout cas du projet, c'est le set de données minimum qui fait à peu près 50 items et qui est donc l'objectif, c'est d'être un ensemble de données qui est commun à toutes les maladies rares. Donc c'est 50 items, mais les données qui sont vraiment obligatoires sont très limitées, et on a un ensemble d'items qui correspondent aux données administratives, donc à l'identification du patient, le nom, le prénom, la date de naissance, ce genre de choses. On va avoir un certain nombre d'informations qu'on va récupérer sur le contexte de la prise en charge, donc le médecin qui est le médecin référent, éventuellement la date d'entrée dans le centre. Le type d'activité qui est réalisé, donc quand le patient vient consulter dans le centre, est-ce que c'est une hospitalisation de jour, est-ce que c'est dans le cadre de la mise en place d'un traitement, est-ce que c'est dans le cadre de la réalisation du diagnostic, et puis un certain nombre d'informations qui concernent le diagnostic en lui-même et qui sont vraiment des informations essentielles, et puis des données qui sont non obligatoires, qui concernent les éléments anté et néonataux, et puis la partie recherche et traitement. Donc, est-ce que le patient participe à un protocole de recherche ou est prêt à être contacté pour participer à un protocole de recherche. Donc, les données de Bamara, ça rentre sur un papier, une feuille A4 recto verso. Et donc, certains centres ont fait le choix d'ailleurs de fonctionner sur la version papier. Donc, la saisie dans Bamara a quand même des intérêts, je pense, pour les centres et pour les professionnels de santé dans le centre. Ça a quand même l'objectif de vous permettre de suivre votre fil de patient, de connaître les chiffres d'activité maladies rares. Donc là, on a le double objectif reporting, mais ça facilite ce reporting qui est demandé par le ministère. Et puis, vous permettre aussi d'accéder, filtrer et télécharger vos listes de patients. Donc on a mis en place un certain nombre de fonctionnalités de tableau de bord qui pourront évoluer en fonction des retours que vous pourrez nous en faire. L'objectif, c'est vraiment que ça vous serve et que ça puisse avoir un usage pour vous au quotidien. L'entrepôt BNDMR aura vraiment un objectif tout autre, puisque on est vraiment dans le cadre de la recherche. Donc ce sera une base qui sera constituée avec un objectif de réalisation d'études. Donc que ce soit les centres ou des équipes de recherche, elles pourront aller interroger cette base pour faire des études épidémiologiques et médico-économiques, aussi multicentriques, ce qui aujourd'hui est normalement, en tout cas compliqué en termes réglementaires, et avoir vraiment une vision nationale sur les maladies rares. Donc le recueil est obligatoire et il a été davantage sanctuarisé avec la nouvelle labellisation. C'est vraiment l'objectif de connaître la file globale des patients maladies rares en France, ou en tout cas s'en approcher au mieux. Permettre d'avoir ces rapports d'activité réglementaires à la fois quantitatifs et qualitatifs de manière automatisée. Et puis avec ces informations-là, pouvoir adapter l'offre de soins aux modes de prise en charge qui sont réalisés en France. Donc voilà pour le contexte global. Par rapport à Bamara et en pratique, donc je vais commencer un petit peu par vous montrer quelques images de l'application pour ceux qui la connaissent pas. Donc ça, c'est une fois qu'on s'est logué dans l'application. Voilà un petit peu la page d'accueil. C'est le tableau de bord de l'utilisateur. Donc il va avoir les fiches patients qu'il a créées et un petit tableau de bord en disant qui essaye de refléter la qualité des fiches. Donc certaines vont être en action requise, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la qualité nécessaire pour être poussées au niveau de l'entrepôt national, et puis d'autres certaines qui sont valides. Ensuite, quand on a envie d'aller voir la fiche patient, voilà un petit peu à quoi ressemble la fiche d'un patient. On va avoir
à la gauche donc, les données administratives, un petit élément de prise en charge en dessous, la pochette, donc c'est ce qui va concerner le contexte familial du patient, et puis un grand encart qui concerne le diagnostic et qui est vraiment là où je pense que la valeur ajoutée qui est vraiment importante. Donc c'est quel diagnostic, éventuellement certains signes phénotypiques qu'on peut avoir, et puis toute une partie qui concerne l'activité et les activités qui sont réalisées pour ce patient. Si on veut ajouter une activité, il suffit d'aller cliquer sur le... Je sais pas, il fonctionne ouais. Donc c'est aller cliquer ici, qui est le petit calendrier pour ajouter une activité. On va arriver sur cette page-là. Donc là, une fois que la fiche patient a été créée, ce qui peut prendre un petit peu de temps, la mise à jour est, elle, particulièrement rapide. Il y a vraiment juste ça à remplir à chaque fois qu'il y a une activité qui est réalisée. Donc c'est 4-5 items. Si la partie qui est la plus complexe, c'est la partie diagnostic. Donc on va avoir 4 niveaux d'assertion du diagnostic qui permettent de voir justement l'évolution et d'essayer de voir comment évolue la mise en place et la structuration du diagnostic, les types d'investigations qui sont réalisées. Donc la codification de la maladie rare qui est faite avec les codes Orphanet, et qui sont donc la codification Orphanet est vraiment gérée par Orphanet, qui nous fournit l'ontologie et les référentiels et que nous on implémente par la suite. Et puis un certain nombre d'ontologies qui sont implémentées au niveau de la description clinique et des signes atypiques. Donc on a HPO, SIM10 et puis à nouveau Orpha, et qui permettent de venir un petit peu compléter ce diagnostic-là. Des informations génétiques peuvent être ajoutées, qui sont très limitées, mais qui sont donc optionnelles. Et puis on arrive sur le sujet un petit peu de tableau de bord. Ça va être les patients qui sont pris en charge dans le site maladie rare. Donc on peut faire des filtres, on peut sélectionner ce genre de choses. Voilà, c'est les fonctionnalités qui peuvent probablement vous être utiles. Et puis un tableau de bord du site également qui montre les maladies qui sont prises en charge, la cohorte, le nombre d'activités par an, la file active, et puis une visibilité sur le diagnostic et sur le statut des fiches. Les formations à cet outil-là sont en train d'être faites aux chargés de mission de filière en ce moment. D'ici la fin du mois de janvier, on espère avoir formé tout le monde. Puis ce sera les filières qui viendront vous former par la suite. Donc les différents scénarios pour le déploiement et pour la pratique de Bamara. Si votre service n'a jamais utilisé son ancêtre qui était Semara, on va avoir vraiment 2 modes de mise en place possibles. Le mode connecté, le mode autonome, qui est une saisie directe dans l'application. Donc là, c'est vraiment une application web, vous allez saisir, et ça, le désavantage qu'il faut ressaisir les données d'identité patient, et puis c'est un autre outil à prendre en main. Et un mode de saisie connecté, donc là où nous, on va faire l'effort de venir s'insérer et de récupérer les données de votre dossier patient informatisé. Donc vous avez que les données médicales et les données d'activité à saisir. Aujourd'hui, le mode connecté est vraiment dépendant du centre hospitalier dans lequel vous êtes. C'est lui qui fait la décision, est-ce qu'on passe en mode connecté, est-ce qu'on passe en mode autonome. Le ministère a fait un appel à projet qui a été lancé fin d'année dernière pour que les éditeurs de logiciels et pour que les établissements hospitaliers fassent ce travail avec les éditeurs de logiciels, c'est-à-dire intégrer le set de données minimum dans les dossiers patients informatisés. Il y a, du coup, j'en profite pour vous faire un petit point sur ce sujet-là. Aujourd'hui, nous, en tout cas, en tant que BNDMR, on a reçu pas mal de sollicitations de la part des établissements hospitaliers, donc ça fonctionne plutôt bien. On espère que l'ensemble des logiciels seront couverts à la suite de l'appel à projet, mais le temps que ça passe et que ça soit implémenté dans l'ensemble des établissements hospitaliers, là, je pense que ça prendra plus de temps. Nous, de notre côté, on travaille sur ce connecteur en lien avec certains établissements pilotes. Donc, on espère que le mode connecté sera fonctionnel à l'automne 2018, donc, pour les établissements qui auront ce mode-là. Deuxième scénario, votre service a utilisé Semara et donc vous avez déjà un ensemble de patients dans votre base et que vous avez envie de conserver. Donc là, nous, on fait l'effort de reprendre ces données-là dans Bamara. Vous voyez le désavantage, c'est que si vous êtes en mode connecté dans votre établissement, vous allez saisir dans le dossier patient informatisé, donc vous n'aurez pas cet historique. Donc ce qu'on essaye de voir avec certains établissements hospitaliers, c'est est-ce qu'eux peuvent faire cette reprise de données de Semara dans les dossiers patients informatisés pour que vous ayez cette vision-là directement dans le DPI. C'est en cours et je ne promets rien parce que c'est quand même des choses qui sont assez complexes à mettre en place. Et à nouveau, donc une fois qu'on a fait la récupération de ces données de Semara, vous avez la possibilité en fonction du mode de saisie, soit en mode autonome, soit en mode connecté. Le prérequis indispensable
pour cette migration, ça va être que vous corrigiez les données de ces maras qui ont un niveau de qualité insuffisant pour être migrés dans la BNDMR, enfin dans Bamara en tout cas, mais à terme dans la BNDMR. Et si ce n'est pas fait, en tout cas les dossiers non corrigés, on ne pourra pas les migrer. C'est techniquement pas possible. Alors scénario 3, qui est aussi un point d'attention pour nous et un gros chantier, ça va être si vous aviez, que ce soit au niveau national, au niveau local, une base de données externe, comment ça va se passer par rapport à cette base de données. Donc la mise, enfin nous ce qu'on a constitué, ça fait un certain temps que l'équipe travaille sur le sujet, c'est vu la quantité de bases de données qui existent et l'hétérogénéité en termes de qualité de données, de réglementaires. Certaines sont déclarées à l'actine, d'autres non. Certains sont des vraies applications informatiques, d'autres sont des fichiers Excel. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une grille d'éligibilité qui permet justement de voir en fonction de ces critères-là, est-ce qu'elle est autorisée réglementairement, ce genre de choses, de proposer ensuite au comité scientifique la reprise ou non de cette base de données-là, et le comité de pilotage qui finira par trancher sur le mode de fonctionnement qu'on aura avec ces bases de données. Est-ce que c'est une reprise en continu? Est-ce que c'est une reprise en une seule fois pour reprendre l'historique? C'est quelque chose qui est en cours. Pour l'instant, nous, on travaille sur une reprise de base de données pilote, et ça permettra de définir un petit peu les orientations sur ce sujet-là. Alors, les déploiements a été acté en octobre dernier par le comité de pilotage. On va vraiment déployer par hôpital, ce qui n'était pas le cas dans la phase pilote où c'était plutôt par filière. Donc ces déploiements vont se faire en fait selon la réactivité des CHU ou des établissements hospitaliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils signent la convention qui permet à la PHP, qui est maîtrise d'œuvre, de mettre à disposition Bamara, que ce soit en mode connecté ou en mode autonome. Et ensuite, il y a un certain nombre de prérequis, donc au niveau juridique et technique pour l'hôpital. Au niveau des filières, parce qu'on demande aux chargés de mission de lister les utilisateurs par centre et d'assurer les formations à l'outil. Les utilisateurs, eux, vous devront corriger les données de ces maras. C'est vraiment pour la migration si vous avez des patients dans ces maras. Et puis de notre côté, il y a tout le travail de préparation de déploiement, paramétrer l'application et puis migrer les données. Donc aujourd'hui, on est vraiment très satisfait. Les conventions qui avaient été envoyées seulement au CHU, donc 30 conventions qui ont été envoyées l'année dernière, ont vraiment bien avancé. On a aujourd'hui 19 conventions signées et même 20, ce que Strasbourg a signé hier. Et on est en lien étroit avec l'ensemble des CHU, donc on pense vraiment que l'ensemble des CHU seront couverts très prochainement, va passer à la nouvelle vague d'envoi à des établissements hospitaliers autres qui hébergent des centres de référence. Et d'ici le milieu de l'année, on espère avoir envoyé en tout cas les conventions à l'ensemble des établissements qui hébergent des centres de référence et des centres de compétences. Mais ça va prendre du temps pour que l'établissement comprenne le projet, comprenne ce qu'il est en train de signer. Et nous, derrière ces 19 signatures, ça a été un vrai travail d'échange avec les établissements hospitaliers. Donc c'est en tout cas en très bonne voie. Donc sur le calendrier, juste petit rappel, ça a commencé en janvier 2017 où on a commencé avec la filière FIMARAD, qui était notre première filière pilote. On a étendu en mai 2017 aux 3 autres filières, FILFOI, FILNEMUS et FILSLAN. Et donc en octobre, une validation de principe sur un déploiement généralisé qu'on est en train de préparer et qui devrait se faire d'ici le mois fin février, début mars. Donc ça, c'est un calendrier de déploiement qui a été élaboré en lien avec les CHU, donc en échange étroit. Pour l'instant, ça reste un calendrier qui est provisoire. Il pourra évoluer en fonction des résultats de l'appel à projet. Et ce qu'on va faire, nous, c'est mettre à disposition sur notre site internet, vraiment sur l'ensemble des établissements hospitaliers qui ont un centre de référence, un centre de compétences, quel est un petit peu le statut. Est-ce qu'il a signé la convention? Est-ce qu'il est prévu en déploiement autonome? Est-ce qu'il est prévu en déploiement connecté? Pour que vous ayez, vous, la lisibilité sur quand est-ce que vous serez concerné. Donc, ce qu'il faut retenir en pratique, c'est qu'il n'y a pas de démarche à faire de votre part. Donc, c'est l'équipe BNDMR qui va contacter les utilisateurs de ces maras pour qu'ils nettoient les données en leur disant en lien avec les filières. Donc, ça, c'est la nouveauté. La filière va contacter les responsables de site pour récupérer la liste des utilisateurs qui vont être fournis au service informatique de l'établissement et va aussi vous dire quand vous pouvez commencer à vous inscrire en vous proposant une formation à l'outil. Nous, on forme les chargés de mission de filière et les filières chargés de mission les filières forment les utilisateurs de la filière.
Ensuite, vous vous inscrivez à Bamara et puis vous vous formez. On a mis en place un ensemble d'outils d'auto-formation que je vais présenter rapidement juste après. Vraiment, le point de contact pour vous, si vous avez des difficultés ou si vous avez des questions, c'est vraiment le chargé de mission filière ou la chargée de mission de filière qui est vraiment là pour vous accompagner sur le sujet. Donc vraiment, en termes de corpus documentaire, et tout est disponible sur le site, on a un guide utilisateur, on a un guide des variables, on a des foires aux questions, et puis Céline Angin, donc, qui s'occupe de l'ensemble, qui coordonne le déploiement, a travaillé vraiment sur des vidéos et un ensemble d'outils qui permettent de visualiser comment se passe l'application, comment on fait la partie diagnostic. Donc c'est vraiment très didactique et n'hésitez pas à aller les voir même en avance de phase si vous avez envie et si vous êtes curieux. Donc voilà pour le déploiement en pratique. Je vais juste finir, ce sera très rapide, sur l'entrepôt BNDMR, un petit peu l'état d'avancement qui est en cours. L'objectif qu'on va faire là, il y a une nécessité de cadrer pas mal de choses et qu'on cadrera avec le comité scientifique et probablement avec des parties prenantes. Donc on est en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer une vision un petit peu nationale et globale de ce qu'on a envie de faire de cet entrepôt de données. Les objectifs sont relativement clairs. En revanche, c'est permettre aux professionnels des équipes maladies rares, mais aussi des équipes de recherche, d'accéder à ces données-là. Sachant que voilà, l'idée, c'est avec le set de données minimum, identifier qui est atteint d'une pathologie maladie rare et après venir éventuellement compléter avec d'autres informations qui, elles, peuvent être beaucoup plus pertinentes pour la recherche. Ce qu'on essaye de faire et ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui, ça va être un chaînage des données avec le système national de données de santé, donc les données qui viennent du PMSI, qui viennent du SNIRAM et qui viennent du CEPIDC. Donc on va venir enrichir le set de données minimum dans l'entrepôt pour avoir quelque chose qui quand même soit pertinent pour faire justement des études médico-économiques. Et la cellule opérationnelle va, elle, faire un certain nombre faire un travail d'exploitation qu'on appelle l'offre standard. Donc ça va être produire des indicateurs, qui vont être des indicateurs médico-économiques à destination du ministère, mais aussi éventuellement des filières et des centres. Et on va travailler sur un atlas des maladies rares. Donc c'est là où tout ça est encore vraiment à cadrer. On est en cours de définition de ce que ça va comporter. Donc sur le calendrier, on est vraiment en cours de cadrage scientifique. Donc c'est quelles données sont concernées, notamment est-ce qu'on prend le SNDS et dans le SNDS, qu'est-ce qu'on prend, qui peut y accéder, quelle va être la gouvernance de cet entrepôt, comment va se passer la propriété intellectuelle, est-ce qu'on va valoriser auprès des industriels. Donc ce cadrage scientifique va permettre d'avoir un cadrage opérationnel, faire le dossier d'autorisation auprès de la CNIL, mettre en place les outils d'exploitation et le corpus documentaire qui va accompagner cette gouvernance. Et on espère, mais tout ça est très, 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 très ambitieux, d'avoir une mise en œuvre en 2019. Donc l'entrepôt sera en tout cas constitué officiellement en 2019. Et puis évidemment, il va s'enrichir au fil du temps avec les données qui vont remonter. Je vous remercie pour votre attention.